Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler dans son rassemblement avec 2000 personnes et nous allons reprendre là. Donc, en mars 1920, il y a le putsch de Kapp. Donc, Wolfgang Kapp, c'est le directeur général des Landschaften de Prusse orientale. Donc, tout simplement, il est directeur général des banques de crédit agricole de l'Est prussien. Donc, cette personne organise un putsch à Berlin avec le général von Lüttwitz. Donc, le général von Lüttwitz qui a sous ses ordres des Freikorps et la brigade Erhard. Donc, en tout, il y a à peu près 6000 hommes. Donc, le 13 mars, tôt au matin, les hommes de Lüttwitz marchent sur la capitale. Donc, ils sont assistés par le général Erich Ludendorff, qui est le chef du général von Epp, le chef du capitaine Maire, et le capitaine Maire est le chef d'Adolf Hitler. Donc, les hommes de Lüttwitz s'emparent de la chancellerie, ce qui contraint le gouvernement à fuir vers Dresde et Stuttgart. Donc, il faut savoir que quelques jours auparavant, le général von Lüttwitz avait donné un ultimatum au gouvernement de Weimar. Justement, il demandait une élection d'un nouveau Reichstag, une élection d'un nouveau président du Reich, de changer certains ministres et arrêter la diminution de l'armée. Parce qu'il faut savoir que l'armée, avec le traité de Versailles, est réduite à 100 000 hommes et la République de Weimar diminue le chiffre pour essayer d'économiser l'argent au maximum. Donc, après cet ultimatum, le général von Lüttwitz est radié le 11 mars et le capitaine Erhard lance un nouvel ultimatum que le gouvernement ignore. Ce qui lancera justement le 13 mars le putsch de Kapp. Donc Kapp est la tête politique des putschistes et il déclara l'Assemblée nationale dissoute. Le président et le gouvernement du Reich ainsi que le gouvernement de Prusse déchu. Il se nomma lui-même chancelier du Reich et ministre-président de Prusse. Et il déclara aussi von Lüttwitz comme ministre de la Défense. Donc, pendant le putsch, l'armée restera neutre et le général qui commande l'armée, von Seeckt, dira « La troupe ne tire pas sur la troupe ». Donc, en gros, c'est un soutien à moitié caché. Donc, il faut savoir que le putsch va échouer parce que les fonctionnaires refuseront de donner leur collaboration au nouveau chancelier autoproclamé. Donc, une grève générale sera lancée. Donc, généralement, c'est les communistes et les gens de la gauche qui vont lancer les grèves pour éviter qu'une nouvelle monarchie s'installe. Parce que les putschistes, leur but à eux, c'est de remettre un monarque à la tête de l'Allemagne. Donc, comme il y a le putsch sur Berlin, Gustav Ritter von Kahr, qui est un politicien de Bavière, devient le chef du gouvernement de la Bavière. Donc lui, il essaiera de garder un minimum d'ordre en Bavière pour éviter justement que ce qui se passe à Berlin se produise aussi en Bavière. Et justement, c'est une personne dont nous reparlerons plus tard au cours des vidéos. Donc, le capitaine Maire envoie Hitler à Berlin pour évaluer le putsch et aussi pour instruire Hitler sur les putschs. Sachant que Hitler sera accompagné de Dietrich Eckart et ils se feront passer pour des vendeurs de papier. Et il semblerait que Hitler porte une fausse barbichette ou une fausse barbe pour passer incognito. Donc il semblerait que, ce qui les a un peu écartés d'être complices du putsch, c'est que l'avion avec lequel il devait aller à Berlin se pose à une 60aine de kilomètres de Berlin. Donc sur la route, ils passeront beaucoup de barrages effectués par les grévistes et une fois à Berlin, ils constateront que le putsch est fini. Donc le putsch s'est effondré lamentablement, justement à cause de la grève générale lancée par les partis de gauche et communistes. Donc Kapp
fuira en Suède, où par la suite il reviendra en Allemagne, mais il mourra d'un cancer. Et le général von Lüttwitz s'enfuira en Hongrie et reviendra par la suite en Allemagne. Donc, Hitler et Dietrich Eckart sont déçus que le putsch ait raté et qu'ils n'ont pas pu rencontrer Kapp, mais ils vont rencontrer son attaché de presse, Trebitsch Lincoln. Donc Hitler racontera: quand j'ai vu et parlé au chef de presse du gouvernement Kapp, je savais que cela ne pouvait pas être une révolution nationale et qu'elle devait échouer, car le chef de presse était juif. Donc voilà ce que Hitler a retenu du putsch de Kapp. Donc Hitler remarque que les troupes du Freikorps de Erhard ont des croix gammées sur leur casque. Donc certains historiens disent que justement l'idée de faire des croix gammées sur le drapeau nazi vient de cette rencontre. Donc en sachant déjà que l'ordre de Thulé, ils ont une croix gammée comme symbole, et qu'il y a de grandes chances que l'ordre de Thulé soit derrière le putsch de Kapp, sachant que Ludendorff est là et que Ludendorff appartient à l'ordre de Thulé, et qui justement sera aussi derrière le putsch de 1923. Donc comme vous pouvez voir sur les photos, ce soldat avec la croix gammée sur le casque, c'est pas après l'événement du parti nazi, c'est bien un soldat de la brigade Erhard. En sachant que la brigade Erhard, leur drapeau, c'est le drapeau de la marine de l'Empire allemand. Et en sachant que les premières personnes qui vont assurer la sécurité du parti nazi, avant qu'elle soit appelée SA, et avant que le parti ait la croix gammée, leur drapeau sera celui de la marine de l'Empire allemand. Donc une autre histoire aussi sur la croix gammée qui est venue dans l'esprit d'Hitler, c'est que Hitler était enfant de chœur à l'abbaye de Lambach, et il faut savoir que le père Hagne, qui administrait l'abbaye, a décidé de mettre des croix gammées un peu partout. Et justement, les historiens pensent que Hitler aurait vu la croix gammée à ce moment-là et elle lui serait restée dans l'esprit. Ce qui a pu l'inciter à la prendre comme image, comme symbole pour le parti nazi. Donc, dans tous les cas, il faut savoir que la croix gammée existe dans beaucoup de cultures depuis très longtemps, donc appelée svastika, et nous pouvons la retrouver dans plusieurs endroits. Même sur des avions alliés pendant la Première Guerre mondiale, il pouvait avoir ce symbole. Donc, en sachant que l'ordre de Thulé a pris la svastika comme emblème, tout porte à croire que cela viendrait de là. Donc, le 31 mars, Adolf Hitler a officiellement fini son engagement militaire. Mais il semblerait que ça soit juste officiellement. Comme maintenant, il y a une part active dans la politique, il ne peut pas être militaire. Donc, il est civil, mais le capitaine Maire continuera à le soutenir financièrement. En sachant que beaucoup de personnes de l'entourage Hitler se demandaient justement d'où venait l'argent, sans savoir que les officiers de l'armée continuaient à le payer. Donc le 1er avril 1920, Hitler quitte la caserne militaire et s'installe dans une chambre individuelle au 2e étage, au 41 Tiersstraße. Donc, ce sera sa résidence officielle jusqu'en 1929. Donc, un des proches d'Hitler dira: il y avait un grand hall d'entrée avec un piano, et Hitler avait une petite chambre de 9 mètres carrés qu'il sous-louait à une certaine Recher. Donc, la chambre était tellement minuscule que le lit arrivait au coin de la pièce et l'autre bout du lit à la fenêtre. Donc, le sol était usé avec quelques tapis usés. Il y avait une étagère, une chaise, une table et une petite bibliothèque. Et il dira qu'il y avait beaucoup d'illustrations et de dessins accrochés au mur. Donc, dans la bibliothèque d'Hitler, dans cette petite chambre, pour ceux que ça intéresse, 2 histoires de la Grande Guerre, l'une de Hermann Stegemann, l'autre de Ludendorff. Des histoires de l'Allemagne par Erhard et Heinrich von Schreske. Encyclopédie illustrée de Spanner datant du 19e siècle.
le Von Krieg de Clausewitz, une monographie de Kugler sur Frédéric le Grand, une biographie de Wagner par Houston Stewart, Chamberlain, une imposante histoire du monde par Maximilien Yorck von Wartenburg, un tome de Grube intitulé Tableau géographique de caractère, un recueil de légendes héroïques par Schwab, des mémoires de guerre de Sven Hedin, des romans d'Edgar Wallace, des romans policiers et d'aventure, des ouvrages semi-pornographiques, des études d'Édouard Fouche intitulées Une histoire de l'art érotique et une histoire illustrée de la morale, et quelques romans de western. Faut dire que Hitler, depuis tout petit, sa passion, c'est les westerns. Faut savoir que même plus tard, quand il regardera des films, ses préférés seront des westerns. Et justement, quand il était petit, il jouait beaucoup avec ses camarades aux cow-boys et aux indiens. Et justement, comme je disais, le dernier livre sur l'art érotique, il faut savoir que Hitler, comme on le disait dans la vidéo précédente, allait souvent dans les musées, et dans les musées, il s'attardait beaucoup sur tout ce qui était tableau un peu érotique. Et il semblerait qu'il était fasciné par le tableau Leda et le cygne. Donc, Freud Recher dira, la propriétaire d'Hitler, c'est un homme tellement gentil, mais il a des humeurs extraordinaires. Parfois, des semaines s'écoulent quand il semble se dérober et ne nous dit pas un mot. Et il regarde à travers nous, comme si nous n'étions pas là. Il paye toujours son loyer d'avance, mais c'est un vrai bohème. Donc, c'est le Hitler que l'on connaît. Cette propriétaire dira la même chose que les propriétaires d'avant 1914. Donc alors, en avril, des soldats de la Reichswehr des Freikorps marchent sur la Ruhr. Donc il faut savoir que quand il y a eu le putsch de Cap, des communistes dans le bassin de la Ruhr ont fait aussi un coup d'État. Donc là, tout le monde est content d'aller contre le putsch communiste, aussi bien l'État de Weimar qui envoie l'armée et les Freikorps qui détestent les communistes. Donc ils seront commandés par le général baron Oskar von Watter. Et justement, le soulèvement sera réprimé sauvagement. Donc en gros, ils vont d'abord tirer et après poser les questions. Donc avec ce déploiement de forces allemandes dans la Ruhr, les Français vont occuper la ville de Darmstadt, de Hanau et de Francfort. Donc les Français diront que les troupes ne partiront que quand les soldats allemands auront quitté la Ruhr démilitarisée. Donc le 17 avril, petit incident, les Français tuent 7 jeunes Allemands par balle alors qu'ils protestaient contre la levée du drapeau français. Donc la France, après cet incident, retirera ses troupes. Donc Hitler profitera justement de ne plus être considéré comme militaire pour accentuer les prises de parole. Et il faut savoir que toutes ces réunions seront assistées par des journalistes et la police de Munich, qui justement veulent savoir ce qu'ils racontent et qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.